Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Très heureuse de vous retrouver à Quimper, au centre des congrès Le Chapeau Rouge, pour notre toute première soirée spéciale élection municipale. France 3 Bretagne a décidé de vous faire vivre au plus près les débats qui se jouent près de chez vous à l'approche du scrutin. En vedette ce soir, Deville, Quimper et Concarneau. Pendant ces 90 minutes de débat, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Anaïg Haute, rédactrice en chef adjointe de France Bleu Brésil. Bonsoir. Bonsoir. Ouest France est également notre partenaire dans ce dispositif inédit. Le premier débat de la soirée sera donc consacré à Quimper. Quimper, c'est le chef-lieu du Finistère, capitale de la Cornouaille, 15 km de la côte atlantique. C'est situé sur l'estuaire de l'Audet. C'est la troisième ville la plus peuplée de Bretagne avec près de 63 000 habitants, un chiffre en légère baisse. Le taux de chômage est à 7,8% et le taux de pauvreté, lui, à 13%. Nous commençons donc à présenter les invités qui sont là avec nous ce soir, dans l'ordre du tirage au sort qui a été réalisé juste avant cette émission. Nous commençons donc par Christelle Enaf, vous menez la liste du Rassemblement national. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes ancienne conseillère municipale en région parisienne. Oui, mais je suis sur Quimper depuis 22 ans et engagée en politique au Rassemblement avant, au Front National, depuis mes 18 ans. Merci beaucoup pour cette précision. Face à vous, Isabelle Lebal, vous menez la liste Vent d'Ouest. Vous êtes au MoDem, mais vous menez une liste sans étiquette. C'est votre troisième participation au scrutin. Vous êtes l'ancienne première adjointe de Ludovic Jolivet après une fusion au second tour en 2014. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous et merci de cette présentation. Le mandat n'est pas tout à fait terminé, mais le contrat de majorité se termine le 15 mars. Vous allez pouvoir nous l'expliquer. Donc face à vous, je le disais, Ludovic Jolivet, mon parti c'est Quimper, vous êtes le maire sortant, vous êtes un ancien des Républicains, vous êtes désormais chez le parti Agir et vous briguez un second mandat. Bonsoir à vous. Et je suis heureux de vous accueillir à Quimper. Merci beaucoup. Face à vous, à nouveau, Isabelle Assy, vous êtes socialiste, vous menez la liste Quimper Ensemble, une liste de rassemblement de la gauche avec des communistes, des écologistes, des membres de Génération, de la Nouvelle Donne et des radicaux de gauche. Bonsoir à vous. Bonsoir, je tiens juste à préciser que sur la liste, il y a la moitié de candidats qui ne sont pas affiliés à une formation politique, donc une liste également citoyenne. Merci beaucoup de cette précision également. Je poursuis avec Martine Petit. Vous menez la liste Choisir l'écologie pour Quimper et son agglomération. Vous êtes chez Europe Écologie Les Verts et vous avez avec vous des membres de l'UDB. Tout à fait, et aussi beaucoup de citoyens. Bonsoir, merci Martine Citoyennes. Petit. Anaïg Lemer vous fait face, vous menez la liste Enfin de l'audace. Vous êtes députée La République En Marche, vous êtes investie d'ailleurs par ce parti pour votre candidature et vous avez prévu de démissionner de votre mandat en cas de victoire. C'est toujours ce que vous affirmez? Tout à fait, il n'y a pas de cumul de mandat pour les députés. Merci. Sylvie Casimiro de San Leandro, notre dernière candidate. Vous menez la coopérative écologique et sociale de Quimper et de son agglomération. C'est votre première expérience en politique. Vous n'êtes pas encartée. Et autour de vous, il y a des membres de la France Insoumise et du NPA. Pour 25% seulement, 75%, ce sont des militants associatifs et d'autres militants d'associations, de syndicats et de rien du tout d'ailleurs. Et vous-même, vous venez des coquelicots. Voilà. Merci beaucoup. Ce qui fait donc, pour résumer le choix des électeurs pour l'instant, cette femme et un seul homme, le maire sortant, une configuration qui a fait réagir avec humour Loïc Schwartz, le dessinateur qui nous accompagne pendant toutes ces campagnes et pour nos soirées électorales. Je le remercie d'ailleurs. Alors Vous vous sentez bien représenté? Oui, ça va, c'est vrai. Je suis un peu plus habillé d'habitude, mais pourquoi pas. Après tout, dans la politique, il y a aussi un peu d'humour. Voilà. L'autre spécificité de cette campagne, c'est qu'il y a 3 listes positionnées au centre, même peut-être une 4e, la vôtre, Isabelle Assy, puisque vous aviez parrainé Emmanuel Macron au présidentiel. Alors Anaïg Lemer, vous êtes l'une des 2 députées bretonnes qui a choisi d'entrer en campagne pour ces municipales. Il y avait d'autres Macron compatibles pourtant ici. Pourquoi vous choisissez d'y aller quand même? J'y vais parce que je fais un choix de proximité, parce que j'aime ma ville et j'ai réellement envie de m'y investir concrètement. Être députée, ça me plaît énormément. J'y vais pas parce que je n'aime pas être députée. J'y vais parce que j'ai envie de m'engager au plus près, en proximité en fait, des citoyens.
Voilà, tout simplement. Et puis je porte les valeurs de La République En Marche, c'est vrai, mais je porte aussi des valeurs que je partage avec d'autres personnes. Donc je suis ravie que beaucoup de gens se disent Macron compatible. On peut qu'être satisfait que les gens suivent notre mouvement de progressisme. Mais moi, je veux le faire réellement au plus près et en proximité. Vous êtes ravi qu'il y ait beaucoup de Macron compatibles, mais Ludovic Jolivet, est-ce que vous pensez que ça ne va pas risquer de brouiller un peu les électeurs ? Non, je crois que moi je suis le maire sortant, je suis candidat pour un projet intéressant, nouveau. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, La République En Marche, qui est un nouveau parti politique sur la scène politique, a besoin de se compter. Et moi je trouve très bien que ce mouvement puisse aussi être candidat sur les élections locales. Vous auriez souhaité avoir cette investiture ? Non, pas du tout, je n'ai pas sollicité l'investiture de La République En Marche. J'ai d'abord sollicité mes conseillers de ma majorité qui m'ont suivi. Et c'est d'abord cela que j'ai consulté, bien évidemment. Après, les partis politiques, c'est autre chose. Mais quand on est maire d'une ville, vous savez, il faut être en relation directe avec les Quimpérois et surtout avec sa majorité. C'est cela, c'est eux qui m'ont poussé à repartir. Alors, si on parle de majorité, Isabelle Lebal, vous étiez première adjointe, vous êtes première adjointe de cette majorité. Certains de vos anciens colistiers, ils repartent avec Ludovic Jolivet. Pourquoi vous n'avez pas fait liste commune? C'est un problème de projet ou de personne? Non, nous avions un contrat de majorité signé en 2014. Ce contrat, effectivement, était basé sur 5 engagements. Il y en a un qui n'a pas été donné, c'est la réalisation d'une grande salle pour Quimper. Donc nous avons choisi de rassembler une grande diversité. Donc cette liste s'appelle Vent d'Ouest. Elle rassemble dès le premier tour et garantit un pluralisme, puisque nous avons des personnalités de centre-gauche. On a quand même l'impression que ça s'est un peu crispé ces derniers temps, non, à Quimper? Non, ça ne s'est pas crispé. Il y a des différences politiques qui sont apparues à la fin du mandat et c'est pourquoi nous avons décidé de faire une liste différente. Cette liste, elle a d'abord un projet qui s'appelle de l'ambition pour Quimper et décline avec des personnalités compétentes une envie de gérer cette ville dès le lendemain du second tour. Isabelle Assy, cette désunion, est-ce qu'elle peut vous profiter à la gauche qui espérait peut-être retrouver cette mairie abandonnée en 2014 ? Ah ben, je le souhaite, effectivement je le souhaite, parce que d'abord je tiens à dire que je ne suis pas Macron compatible. Il y a eu un parrainage effectivement en 2017, mais là où ça aurait été facile de changer de famille politique, je ne l'ai pas fait. Je suis restée au Parti Socialiste, ce qui était assez courageux, je crois, en 2017. Et donc tout mon travail a été depuis un an de rassembler toutes les sensibilités de gauche au sein de cette liste, des sensibilités de gauche portées par des citoyens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je crois que c'est une première réussite parce qu'on travaille tous ensemble avant un premier tour et on a construit le projet avec les citoyens quimpérois. Isabelle Assy, vous affirmez vouloir être la première maire écolo de Quimper, mais face à vous, il y a 2 autres listes qui se revendiquent, elles aussi écologistes. Martine Petit, vous êtes encartée chez Europe Écologie Les Verts, vous avez failli partir ensemble avec Sylvie Casimiro de San Leandro qui est assise juste à côté de vous. Vous voilà maintenant concurrente. Est-ce que l'écologie ne méritait pas une liste commune ? Alors si, tout à fait. C'est pourquoi j'avais vraiment initié, en fait, avec d'autres évidemment, ce mouvement en fait, qui rassemblait vraiment à gauche et les écologistes, dans l'esprit un peu de ce qu'a fait Éric Piolle à Grenoble. Malheureusement, on s'est rendu compte au mois de novembre que la France Insoumise, en fait, était beaucoup trop important et avait une volonté d'homogénéité sur le groupe. Et on a choisi de partir et de défendre vraiment l'écologie parce que c'est ça qui compte aujourd'hui. Sylvie Casimiro de San Leandro, vous ne pouviez vraiment pas vous entendre? C'était irréconciliable? On pouvait complètement s'entendre. Martine Petit était numéro 3 au terme d'une élection, quelque chose de totalement nouveau sur Quimper, puisque nous étions la seule liste qui ne partait pas d'une personne et d'un programme, mais de d'abord rassembler des gens le plus possible. Donc une petite partie en France Insoumise, et qui d'ailleurs n'existe plus, puisque le chef de la France Insoumise, Monsieur Pascal Petit, est parti. Et donc je ne vois même pas où est la polémique, déjà, la première chose. Et la seconde chose, je ne sais pas, quand on est numéro 3 sur une liste... Le numéro 2 de la France est toujours la France Insoumise sur votre liste. Président de la LDH avant voilà. toute chose, et plus France Insoumise, puisque de toute façon ça n'existe plus sur Quimper, depuis un moment. Donc on essaye absolument de nous faire rentrer dans quelque chose, alors qu'en fait nous sommes totalement nouveaux dans le fonctionnement, dans l'élection sans candidat, dans le fait justement de faire émerger des gens et des idées qu'il n'y avait pas auparavant, de rassembler des personnes comme des Gilets jaunes par exemple, ou un banquier, ou n'importe qui d'autre qui veut nous rejoindre. Et
C'est ouvert. Christelle Hénaff au Rassemblement national, est-ce que c'est pas difficile d'exister au milieu d'autant de listes ? Dit un petit peu de toutes les listes. Moi, je suis à tête de liste et également une équipe qui est formidable et menée pas seulement de colistiers du Rassemblement national. Il y a également des Gilets jaunes, des démocrates chrétiens et la droite populaire, parce que je suis soutenue par... Et une multiplicité de listes, voilà. Là on le voit, est-ce que c'est pas un peu difficile d'exister dans cette campagne ? Ça s'appelle la démocratie. Il est fort heureux que les Quimpérois puissent voter pour la liste qui les correspond le plus. Ça s'appelle comme cela. Vous n'avez pas de difficulté à exister, c'est la question. Ah, pas du tout, non, je vais très bien. Je vous propose de poursuivre ce débat en donnant... Je ne suis pas Macron compatible, ça c'est sûr. Je pense qu'on l'avait bien compris. Merci de cette précision. Poursuivons maintenant ce débat en donnant la parole aux Quimpérois avec cette question. Voterez-vous pour le programme d'une liste ou pour la personnalité du futur maire ? Je voterai déjà pour une personnalité avant de voter pour le programme. Je vote pour une personne qui me plaît. C'est, je dirais, un petit peu des deux, mais c'est quand même le programme et quand même les valeurs humaines de la personne. Mais d'abord le programme, je vais dire. Moi, je vote toujours pour un programme. C'est ce qui compte le plus. Ce qu'il a à proposer. Que ce soit les uns ou les autres, je pense au niveau personnalité, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que le maire, c'est aussi une équipe. Donc effectivement, je ne pense pas que c'est énormément d'importance, même s'il donne toujours un petit peu son avis, puisque c'est lui le patron. Mais je pense que s'il est honnête déjà vis-à-vis de ses électeurs, c'est le programme qui va passer en premier, je pense. Voilà pour ces propos recueillis par Claire Louet, Julie Jeudemaître et Florie Cotenceau. Alors les avis ils sont partagés, mais on l'a entendu, le programme comptera beaucoup, c'est heureux pour la démocratie. Pourtant parfois c'est pas très facile de s'y retrouver. On va essayer maintenant d'y voir un peu plus clair. Alors l'actualité de l'automne a placé un thème du campagne en haut du tableau, avec notamment les événements qui se sont déroulés dans le quartier de Kermoisan au mois de septembre dernier. Je vous propose de regarder ce sujet de Sarah Ben Chérifa. Il a suffi d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres dans le quartier de Kermoisan. En septembre dernier, après le contrôle d'un mineur qui roulait sans casque et la confiscation de sa moto, la tension monte. Plusieurs dizaines de personnes incendient des poubelles, 14 voitures sont brûlées. Les policiers ainsi que les pompiers sont attaqués par des jets de projectiles. 2 jours plus tard, 2 personnes sont interpellées, dont le conducteur du 2 roues. Les jeunes interrogés après les faits dénoncent des contrôles policiers abusifs et irrespectueux de la personne humaine. Les habitants critiquent eux le temps mis par les forces de l'ordre pour intervenir sur les feux de voiture. Enfin, la police invoque le manque de moyens alloués. Toujours est-il qu'à Kermoisan, après les faits, un policier municipal et un jeune du quartier se retrouvent pour un combat de boxe à la loyale. L'image de leur face-à-face fait le tour du web et des télés. Du sport pour réinstaurer un dialogue entre police et jeunes des quartiers. Serait-ce là la solution pour lutter contre la délinquance ? À moins que l'installation récente de caméras de vidéoprotection y parvienne, ou encore la création d'une police municipale armée. Quoi qu'il en soit, Quimper cherche toujours la bonne recette. Voilà pour ce sujet. Je précise que lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance, fin janvier, le procureur de la République a lui-même dressé un tableau assez sombre en donnant quelques chiffres qui témoignent d'une augmentation des faits de délinquance. Alors ces chiffres, ils sont simples. Quimper, en 2019, c'est 140 comparutions immédiates, 92 de plus par rapport à l'année précédente. Il y a eu 2135 plaintes l'année dernière, c'est 400% là encore de plus. Et le procureur de la République, Thierry Lesgouarche, a ajouté « Ce n'est pas une erreur statistique, ce chiffre résulte d'une progression des faits de délinquance grave comme des violences intrafamiliales ou sur la voie publique. » Ce constat, il ressort dans vos différents programmes, mais avec des réponses évidemment différentes. Votre ville de Quimper, c'est l'une des 6 villes françaises de plus de 50 000 habitants qui n'a pas de police municipale. Voilà, Ludovic Jolivet, la police municipale faisait partie de votre programme au 2e tour en 2014. Vous ne l'avez pas mise en place lors de votre mandature. Pour quelle raison ? Non, ça n'avait pas fait partie du programme en 2014. C'était fait partie du programme en 2020. Nous avions en revanche la pose de caméras de vidéoprotection. Quand vous avez fusionné avec Madame Lebal ? Non, il n'y avait pas de police municipale. Ni Brest ni Quimper, il n'y a jamais eu de problème sur la police municipale parce que nous avons toujours fait confiance à la police de l'État nationale. Or, on a des effectifs de police aujourd'hui à Quimper qui sont bien en deçà de ce que nous avions en 1980. 115 policiers en 1980, 70 aujourd'hui. Vous êtes maire, pourquoi vous ne l'avez pas déjà mis en place ? Parce qu'on ne met pas une police municipale, ça ne se fait pas
comme ça, c'est parce qu'on a observé un certain nombre de montées en puissance des faits de délinquance. Ils ne sont pas montés toujours au lendemain. Et nous avons créé, il y a déjà 3 ans, une brigade de tranquillité publique. Nous avons installé des caméras, nous avons mis en place des voisins solidaires. Donc, il y a 4 agents. 4 agents de tranquillité publique qui sont des agents assermentés, mais qui n'ont pas, bien sûr, des pouvoirs de police. Ils ne peuvent pas faire des contrôles d'identité. Et ça, c'est pour répondre aux besoins de la population, parce que là-dedans, ou bien on subit le fait qu'il y ait des effectifs de police en baisse et qui ne peuvent pas intervenir, comme on a vu à Pénars, dans des délais raisonnables, parce qu'il faut rassembler des hommes pour venir escorter les pompiers, ou bien on subit, ou bien on agit. Moi, j'ai souhaité en tout cas qu'on agisse dans le cadre de ce futur mandat, création d'une police municipale d'une trentaine d'éléments qui seront armés, parce qu'on ne rigole plus aujourd'hui que la sécurité et les forces de l'ordre sont souvent soumis à des agressions et il faut qu'ils puissent se défendre. Et puis ce que nous aurons, ce ne sont pas des sous-policiers ni des gardes champêtres, mais des policiers assermentés, capables à la fois de contrôler et surtout d'amener tout le monde au bon ordre. Les policiers municipaux demain sont des policiers de proximité que nous avions auparavant. Il ne s'agit pas de jouer au foot, ni au basket, ni même à la boxe avec les fauteurs de troubles, mais il s'agit essentiellement de pouvoir être présent sur le terrain et surtout aussi faire du renseignement. Christelle Hénav, vous allez plus loin, vous voulez une police municipale armée, une brigade VTT de 50 agents, on va financer ça avec comment? 50 agents, enfin une brigade VTT avec 50 agents au total. Oui, vous financez ça comment? Exactement comme Monsieur le maire, exactement comme Madame le maire. J'ai pas de recette non plus, hein, c'est forcément... il y en a 10 de plus, c'est un peu la surenchère. Normalement c'est 1000 c'est 1 par strate de 1000. Donc sur 62, j'en demande 50, Madame le maire en demande une trentaine. On n'est pas, c'est pas non plus complètement délirant. Entre 30 et 50 Oui, mais bon, normalement c'est 1 par 1000. Nous sommes presque 63 000. Voilà. Ça dépend des villes en France, il y a vraiment des choses très différentes. Oui, si, c'est comme cela. Alors... non, moi je te disais, il n'y a pas de normalement, puisque déjà, il n'y a pas d'obligation de police municipale. Donc il n'y a pas de normalement. On essaye de jauger les moyens que l'on met à disposition. Ce sont les statistiques, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je n'ai pas terminé, mais c'était pour le normalement. On jauge l'effectif à prévoir en fonction des besoins et des capacités financières de la ville. Urgent, d'intervenir, urgent, vous le savez. Ça, je suis d'accord. C'est pour ça que je vais aussi... Mais Madame Asti, vous êtes pour une police municipale non armée? Absolument, oui. Un service de tranquillité? Oui, en fait, d'une équipe d'une quinzaine de personnes, parce que je suis d'accord avec les propositions qui disent qu'il faut renforcer la proximité au niveau de la voie publique. Ça, j'en suis complètement consciente. Je suis psychologue de l'éducation nationale depuis 13 ans dans la ville, sur les écoles du secteur prioritaire. Et moi, j'ai une grande colère quand même de ce qui s'est passé sur cette ville, parce que déjà, en octobre 2018, je demandais la tenue d'assises de la sécurité. On sentait les choses monter. Donc, je crois qu'on ne rigole pas avec ces questions-là. C'est pour ça que j'ai vraiment... insister sur le fait qu'il fallait des gens formés, qu'il fallait être en proximité, pour autant non armés, parce que de quoi parle-t-on quand on parle d'armement? On parle d'armes à feu. Il y a plusieurs armements. Il y a des armes non létales, ça peut aller du taser au lacrymo jusqu'au... Tout ce qui concerne la protection de l'agent, c'est une chose importante et c'est quelque chose qui se parlera avec l'équipe en question et avec les responsables. Mais l'arme à feu, je pense que vraiment c'est de la surenchère et ça ne correspond ni aux missions, ni aux besoins de la ville de Quimper. Annick Lemeur, vous aussi, vous défendez une police municipale armée, vous, mais avec des armes non létales. Pourtant, la plupart des policiers municipaux en France réclament, eux, d'avoir des armes à feu. Qu'est-ce que vous leur répondez? On est sur une progressivité, on n'avait rien à Quimper. Il faut savoir qu'il y avait très peu d'agents qui n'étaient pas assermentés. Effectivement, on avait des tranquillités publiques uniquement. On y va en progression. On ne s'interdit pas un jour d'arriver avec des armes à feu, mais pour l'instant, je tiens à commencer comme ça. Par contre, j'offre aussi une diversité dans le type d'agents. Je veux une brigade canine. Je m'engage à le faire sur Quimper, mais aussi une brigade environnementale. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec la notion de proximité. C'est exactement ce qu'il faut faire sur Quimper, venir vers les gens, apporter de la proximité, prévoir aussi peut-être des conseils de parentalité, parce qu'on voit en fait le nombre d'affaires qui doivent être prises en charge au niveau des tribunaux. Il y a un engorgement au niveau des tribunaux. Ces affaires souvent sont données sans suite, et par manque de moyens aussi au niveau des tribunaux. Maintenant, il faut proposer peut-être en amont d'avoir des conseils où on réunit autour d'une table les parents, l'enfant concerné si c'est un enfant, et ainsi que notamment on peut y associer l'éducation nationale, on peut y associer en fait les éducateurs, etc. Donc c'est plutôt être en amont, être en préventif, mais aussi avoir effectivement des armes suffisantes dans un premier temps pour tester.
Madame Lebal, vous, il ne s'agit même pas d'armes, vous ne voulez pas de police municipale, vous restez sur cette ligne-là. La liste Vendôme est tout à fait opposée à la création d'une police municipale, parce que d'abord c'est du domaine de l'État, et nous considérons que c'est une responsabilité régalienne. Vous avez changé d'avis par rapport à 2014 ? Opposés. Non, j'ai toujours été très réticente. D'abord parce qu'en plus, ça coûte très cher, et ça utilise les impôts des Quimpérois qui ont déjà payé pour une police. Donc la sécurité, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas identifié des problèmes. Il y en a sur Quimper, les foyers sont identifiés et il faut demander justement des renforts d'effectifs. Mais quand on est favorable à ce gouvernement, c'est pour ça que la délibération, elle est importante qu'elle reste locale. Et ce n'est pas le national qui doit décider des besoins pour Quimper. Ça doit être décidé au niveau local. Nous, on n'est pas favorable. En l'occurrence, ce n'est pas le cas sur les effectifs de police nationale. Ce n'est pas ici que ça se décide. Alors nous demanderons justement, parce qu'on est tenu par personne, de rééquilibrer le nombre d'effectifs à Quimper. On a effectué, nous, un calcul, c'est 50 policiers. Et l'ouverture d'un bureau de police à Pénars... C'est régulièrement demandé, on a l'impression que ça n'arrive pas. Régulièrement demandé, mais sûrement pas avec assez de véhémence. C'est un vrai souci, la sécurité à Quimper. Et nous demandons l'ouverture de 2 bureaux de police, un à Pénars et un au Braden, avec également des mesures complémentaires de vidéosurveillance. On pourra toujours demander à cœur et gris à l'État, au ministre de l'Intérieur, d'amener les forces de police. Seulement, ça ne vient pas comme ça. Le tout, c'est de savoir comment on fait en attendant. Et on s'est battu, notamment sur la brigade VTT de la police nationale, qui dit on va l'arrêter, cette brigade VTT. Pourquoi ? Parce que les vélos n'étaient pas en état. Chiche, la ville de Quimper a payé les VTT à la brigade VTT du commissariat de Quimper. Et ensuite, il y a eu une fermeture des commissariats de quartier parce que le commissariat central était, je dirais, en baisse d'effectifs et que 2 ou 3 gardiens de la paix dans les commissariats de quartier, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il faut une îlotage, il faut une présence. Et par conséquent, je veux bien comprendre les propos de ma collègue Isabelle Lebal, mais à un moment donné, ce sont les Quimpérois qui subissent. Et on ne peut pas subir et subir. Vos 2 consoeurs ont des avis différents. Martine Petit, vous ne voulez pas d'une police municipale ? Il n'y en a pas besoin ? Nous, on souhaite garder la spécificité de Quimper. Ça ne nous empêche pas d'être dans le premier tiers des villes qui sont les plus sûres, considérées comme les plus sûres. Qu'est-ce qu'on fait dans les quartiers où il y a des débordements alors ? Il y a des débordements, c'est quand même très marginal. On est à Quimper, on est dans une ville tranquille en général. Et les 2000 cas en fait, de crimes et délits qui ont été signalés par le procureur, en fait, c'est quand même en grande majorité des violences, comme il l'a bien dit, intrafamiliales, des violences qui viennent des abus d'alcool, de la sécurité routière. Et donc, ça n'a pas tellement... ça ne changera pas grand-chose d'avoir une police contre ces 3 faits, en fait. Donc, nous, on est pour activer le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui n'a eu d'existence que éphémère pendant ce mandat, à peu près 3 ou 4 réunions, dans ce que j'ai lu dans la presse. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Ce qu'on veut, c'est vraiment mettre en contact et en lien, en relation, en discussion et en action, tous les acteurs qui vont soit éduquer, soit prévenir la délinquance, et on mise sur l'éducation et la prévention. La prévention, Madame Casimiro de Saléandro, c'est aussi votre pari ? Mais est-ce que ça suffit ? L'insécurité à Quimper, elle est surtout sociale, parce qu'on fait une moyenne sur tous les quartiers, mais en fait, sur les quartiers sensibles, comme à Carmoisan, par exemple, c'est entre 42 et 43% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, il faut s'attaquer aux symptômes. Le rôle d'une municipalité, c'est de faire sur du long terme. Donc, vous proposez des travailleurs sociaux ? Des travailleurs sociaux, entre autres. Il y a de l'aide à la formation, de l'accompagnement, des acteurs de terrain, et tout ça sous l'égide du Conseil communautaire de sécurité et de prévention de la délinquance, dont, faut-il le rappeler, font aussi partie la police nationale et l'éducation nationale. Nous privilégions le lien social avant toute chose. On ne casse pas le thermomètre, on s'occupe vraiment des symptômes et on prévient et on guérit. Je crois que nous n'avons pas à rougir, à Quimper, de ce que fait l'État, la région, le département et la ville en matière d'éducation, de suivi socio-éducatif, culturel, sportif. On a un engagement associatif important dans cette ville. Et à un moment donné, quand je vois les chiffres, délinquants 5%, atteinte aux personnes plus 26, coups et blessures volontaires plus 34, cambriolage plus 38, dégradation plus 47,
ce sont des chiffres significatifs entre 2018 et le 2019. Donc à un moment donné, si on n'avait pas ce dispositif socio-éducatif d'accompagnement, je comprends bien qu'on devrait le mettre en place. Mais il existe dans cette ville. Et comment on répond aux citoyens qui habitent Kermoisan ou qui habitent Le Braden, qui sont embêtés par des jeunes qui ne veulent pas rentrer dans le rang? On a bien compris que vous aviez des réponses différentes sur ces questions-là. On va passer au thème suivant pour que vous ayez le temps aussi de débattre sur cette question. Avec ce thème un peu, j'allais dire, je vais justement vous proposer une citation, une phrase de vous, Ludovic Jolivet, qui date d'il y a quelques années déjà, de septembre 2015, mais qui est assez parlante, que la métropole brestoise rayonne, c'est bien, il ne faut pas qu'elle siphonne. C'était à l'occasion du déménagement de la Chambre de commerce de Cornouailles de Quimper vers Brest, et cela suivait d'autres départs de services publics importants, la caisse d'allocation familiale, l'assurance maladie, la météo, la douane. Quimper, faut le dire, hein, c'est la capitale administrative du département, la préfecture est là, mais paradoxalement, par rapport à nos voisins, par exemple, ce n'est pas une métropole comme peut l'être notre voisine brestoise un peu plus au nord. Il y a 4 fois plus d'habitants à Brest, Quimper c'est 100 000 habitants, et Brest c'est 400 000 au total au niveau de l'agglo. Voilà. Parmi les projets qui visent à défendre cette place de Quimper, il y a celui d'une salle Arena, comme à Brest, une salle d'envergure, destinée à la fois au sport mais au projet culturel. C'est un projet qui, clairement, vous divise. Ludovic Jolivet, vous avez un projet d'une salle Arena de 4000 places. Pourtant, on entend depuis plusieurs semaines des tourneurs de spectacles qui disent que ça va être compliqué de les faire venir, les artistes, ici à Quimper. Déjà, Lorient n'existe plus vraiment sur la carte des grandes tournées. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas trop grand? Non, les tourneurs, ce sont essentiellement les tourneurs brestois qui n'ont pas du tout envie que nous installe à Quimper une salle. La jalousie, alors, pour vous? Oui, bien sûr, ils ont envie d'être seuls. Bon, c'est leur avis. Le département du Finistère, c'est moins d'1 million d'habitants. 400 000 au nord, 100 000 au milieu et 400 000 au sud Finistère. Brest, bien sûr, plus grand en tant que ville, mais le polycentrisme cornouaillais est important. Et on doit attirer ici, à l'ouest breton, en Bretagne occidentale, un certain nombre de spectacles. Brest n'y arrivera pas seul, Quimper n'y arrivera pas seul. Et c'est bon, d'ailleurs, pour l'ensemble de toutes les activités. Les spectacles, ils viendront dans l'une ou l'autre des villes, ils ne feront pas les deux. Ils ne feront pas de date aussi proche. Économique, démocratique, on voit bien qu'il y a un déplacement vers l'est. Le département d'Ille-et-Vilaine gagne 12 000 habitants par an. Et il est temps qu'on contrebalance tout ça. Et c'est bien l'ouest breton qui arrivera, mais ensemble, Brest et Quimper. Cette salle, ça sert essentiellement à permettre aux gens de la Cornouaille d'éviter, qu'ils n'aillent pas ni à Nantes, ni à Rennes, ni à Brest, et qu'on ait 2 équipements importants à l'ouest breton pour accueillir l'ensemble des tourneurs, et il y aura de la place pour tout le monde, et le soleil brille pour tout le monde, y compris pour les Brestois. Je crois qu'il faudrait regarder les choses avec un peu de hauteur. La Bretagne a 5 départements, dispose de 2 capitales, Rennes et Nantes, et d'une métropole qui est Brest, une métropole d'exception. Et d'un réseau de villes moyennes. C'est pas parce qu'on a des nombres importants de population qu'on n'a pas la qualité. Et à Quimper, je pense que la ville moyenne est faite de sa richesse aussi, de sa culture et de son identité. Donc vous avez à Quimper, ce point je suis pour une salle, mais je la place dans un quartier qui a besoin d'une rénovation, qui est celui de l'entrée de ville de la gare, avec un projet économique associé. C'est-à-dire qu'autour de cette grande salle, nous voulons faire une pépinière d'innovation en matière d'éco-construction et d'ouvrir une école d'ingénieurs consacrée au digital, parce que les jeunes ont besoin d'aller dans les nouveaux métiers, notamment de l'informatique. Annaïg Lemeur, vous êtes basketteuse, vous le revendiquez. L'UJAP Quimper, ce qui est du basket, revendique cette grande salle. Ils mettent un peu la pression sur la campagne, ils menacent de mettre la clé sous la porte s'ils ne l'ont pas. Ils ne la méritent pas, cette grande salle ? Ce n'est pas une question de mérite. On a vu des grands clubs qui ont fait des stades, notamment au Havre, et qui ne sont pas maintenus. Donc, ce n'est pas une question de mérite. Moi, j'aime beaucoup l'UJAP. Je passe beaucoup de temps à l'UJAP et j'adore le basket. C'est mon sport d'origine et mon sport de cœur. Maintenant, si on fait une salle, c'est pour les Quimpérois et les Quimpéroises. Et même pour le territoire, pour la Cornouaille, et même plus grand si on le fait. Il ne faut pas le voir que pour l'UJAP, il faut le voir réellement. Exactement. Mais il n'en faut pas une aussi grande alors. Alors moi, je ne suis pas forcément pour faire... Alors je ne suis pas dans ce... Je trouve que les salles, comme on dit, Arena, sont un peu les complexes des villes moyennes. Je pense qu'on a toujours cette opposition de la métropole à la ville moyenne. Moi, je n'ai pas honte d'être une ville moyenne. Moi, je trouve ça beau d'être une ville moyenne, on peut rayonner, et le plus beau des diamants n'est pas forcément le plus gros. Donc, moi, je considère qu'il faut être fier d'être quimpérois. Après, la taille de la salle ou ce qu'on va en faire, moi, je suis plutôt pour une salle effectivement plus modeste, mais surtout au niveau du coût.
Donc si on peut avoir un partenariat public-privé pour le financement, c'est l'engagement en fait des impôts des Quimpérois qui m'interroge. Ah maintenant là, ça je suis tout à fait d'accord. C'est votre avis aussi C'est mon avis, ça a été la première... Quimper n'est pas une métropole. Quimper n'est pas une métropole, Quimper est une ville moyenne et quand certains subissent, moi au contraire je veux accompagner et je veux fédérer. Parce que moi je veux bien entendre parler d'une grande salle comme l'équipement de la Cornouaille, sauf que la Cornouaille, elle n'est pas fédérée. Ça c'est un échec du mandat actuel. Et donc il me semble que si on voulait un équipement structurant pour la Cornouaille, il faut aussi penser au financement par tous les acteurs de la Cornouaille, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Deuxièmement, donc moi je vois sur la capacité financière de l'agglomération et je dis 30-35 millions, on a entendu des montants assez importants, mais entre 30 et 35 millions, c'est un besoin. Oui, sauf qu'il y a d'autres besoins. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une aréna qui prend tous les besoins. Sports, c'est ça ? Et comment ? Il y a d'autres sports aussi, vous dites Oui, alors il y a d'autres besoins, mais pas que sur le sport. Il y a aussi des besoins. Le pôle d'échange multimodal, 18 millions, ça c'est sur la capacité d'investissement de l'agglomération. La transition énergétique, si on prend tous les moyens pour l'investissement pour une salle, essentiellement pour un club, ce n'est pas possible pour le reste. Donc, ceci dit, je finis. Ceci dit, non, je ne caricature pas. J'ai évalué les besoins dans la... Je voudrais pouvoir terminer, monsieur Jolivet. Le pôle multimodal, il est financé aujourd'hui. Ben non, parce que l'investissement n'a pas commencé. Ben il est financé. Avant de commencer l'investissement, sauf que c'est à prévoir sur les investissements. Madame, vous savez, Madame la conseillère départementale. Oui, je le sais très bien, puisque le département intervient. Et je suis là en tant que candidate à la ville de Quimper, monsieur Jolivet. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, en revanche, la salle actuelle qui accueille l'UJAP a une capacité qui est vraiment insuffisante. Et en plus, elle est très vétuste. C'est un des plus vieux équipements sur la ville. Et donc, je suis pour la création d'une grande salle multifonction, mais sur un budget de 10 millions d'euros. Et contrairement à ce que dit M. Jolivet, ce n'est pas du rikiki. On ne peut pas considérer un équipement à 10 millions comme du rikiki, ce n'est pas raisonnable actuellement. Vous, Sylvie Casimiro de San Leandro, vous refusez, de toute façon, on parle beaucoup de l'UJAP et tout ça, de sponsoriser le sport professionnel. Pour vous, il ne faut pas investir là-dedans ? Alors, on n'a jamais dit ça. Expliquez-vous. Alors, non, on ne veut pas. Sur cette salle, vous pensez qu'il faut investir sur une grande salle, un grand équipement de sport à Quimper ? Alors, ce qu'on pense, c'est que le sport pro, pour l'instant, il occupe énormément de place, alors qu'il y a des tas de choses à rénover à côté, des tas de choses qui sont laissées de côté. Donc, il faudrait déjà rééquilibrer, qu'il y ait plus de mécénat, et que petit à petit, effectivement, le sport pro se finance différemment, avec moins de financement public et plus de financement en mécénat. Dunkerque a justement laissé tomber un projet d'aréna. Et avec l'argent qu'ils ont économisé, ils ont investi ailleurs et ils ont fait des transports gratuits. Et nous, c'est ce qu'on prône sur Quimper. Des transports gratuits qui, de toute façon, seraient déjà financés. Alors 40% des impôts locaux et du département actuellement, et 40% en versement transport et 20% en billetterie, c'est à peu près 2,5 millions d'euros. C'est ce que ça coûte actuellement. Les 2,5 millions d'euros, ils seraient financés par une petite augmentation de la taxe transport qui passerait de 1 à 1,3, même si elle a déjà été augmentée de 0,7 à 1. C'est beaucoup de chiffres. Juste pour résumer, vous mettriez cet argent ailleurs. 60% d'incivilité en moins pour l'insécurité aussi quand vous avez des transports gratuits, des gens qui se déplacent, 20% de petits commerces qui marchent beaucoup mieux dans le centre-ville. On a bien compris tout l'intérêt du choix que vous faites par rapport au transport gratuit. Vous, justement, Christelle Hénaf, le problème que vous soulevez avec cette salle, c'est un problème plutôt, j'allais dire de transport, plutôt de circulation, c'est ça qui vous inquiète ? Un problème de coût déjà, puisque c'est quand même pas n'importe quoi. Et en plus, on nous dit à travers la presse qu'elle va être déficitaire, qu'effectivement les concerts ne viendront pas. Et puis il y a aussi pour l'environnement, parce qu'on a choisi, sauf si je me trompe, Pennevillers, c'est déjà très bien encombré. Et nous pensons, nous, au Rassemblement national, avec la liste Quimper Rassemblement, qu'il serait plus judicieux de faire une maison de convalescence, puisqu'il y a un grand pôle qui se développe médical au niveau du Stangala, Gourvilly. Une maison de convalescence, ça éviterait pour beaucoup de Quimpérois qui sont en difficulté au niveau de la maladie, d'aller chercher des places éventuellement hors département. Qu'on comprenne bien, sur la grande salle, les difficultés, ce serait le stationnement, la circulation, le prix, et puis est-ce que vraiment, j'ai peine à croire, très sincèrement,
qu'elle va être rentable, en fait, qu'elle sera occupée. Il y aura 4000 places payantes régulièrement. J'ai peine à croire. Donc il ne faut pas de nouvelles salles à Quimper? Il faut déjà, en fait, il y a des, qu'allais-je dire, il y a la salle d'athlétisme, la piste d'athlétisme, il faut 2 millions pour la réparer. Et il n'y a pas que le basket, il n'y a pas que cela, il y a d'autres, la piscine également, qui a besoin d'être... D'autres équipements sportifs, pas forcément celui-ci. Oui. Mais c'est trop cher, sinon c'est trop cher et trop grand. Trop cher et trop grand. Martine Petit, ça n'apparaît pas ce projet de salle Arena dans votre programme. C'est une question d'urbanisation ? Alors, c'est plus une question de situation planétaire et locale. Il y a encore la semaine dernière, 1000 scientifiques nous alertent sur le dérèglement climatique et sur les catastrophes qui vont arriver et appellent même les citoyens à réagir très fortement, voire à désobéir et à appeler leurs élus à vraiment faire le nécessaire. Donc, le nécessaire, c'est des moyens aussi. Et les moyens, nous, on veut les mettre dans les transports publics, dans un grand plan vélo qui sera l'occasion de faire du sport au quotidien, dans la rénovation, on veut privilégier la rénovation par rapport à la construction de neuf, et on estime, j'ai aussi rencontré le directeur de l'UJAP, on estime que l'UJAP peut encore jouer dans cette salle Glohaguin, quitte à la rénover, parce qu'effectivement elle est vieillissante. On ira donc voir si on peut la rénover, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment changer le système. Aujourd'hui, le discours, la métropole, etc., il faut absolument faire autant que Brest, c'est un discours complètement dépassé. C'est comme les bourgeois des années du fin 19e qui ne voyaient pas venir la guerre 14-18. C'est vraiment complètement obsolète. On est aujourd'hui, nous, les écologistes, dans un discours d'avenir. Et l'avenir, c'est l'écologie. Quand on parle de un peu ce complexe, on peut dire, de Quimper par rapport à Brest, voilà, c'est peut-être un peu malheureux, mais c'est un peu l'idée globale. On parle aussi de cette fameuse liaison aérienne qui coûte assez cher quand même. Est-ce qu'il faut la maintenir, continuer à mettre de l'argent public dans cette liaison? C'est un peu ce qu'on peut se demander aussi. La nécessité d'aménagement du territoire. Que vous avez défendu, dans la majorité. Oui, bien évidemment, l'obligation de service public et du maintien et le sauvetage de l'aéroport de Quimper pour 4 ans est aussi une aide de l'État, une politique d'aménagement du territoire. C'est comme le TGV Quimper-Paris à 3 heures ou Paris-Quimper à 3 heures. Il faut continuer à le défendre. C'est-à-dire que l'aménagement du territoire passe par un soutien, notamment des collectivités pour la desserte aérienne et pour le TGV. On ne va pas se mentir, Ludovic Jolivet, il y a quand même beaucoup de chefs d'entreprise du Sud Finistère qui vont prendre l'avion à Brest. Oui, parce que pendant 4 mois, Hop ayant même avant ça, on voyait des... Effectivement, il y a plus de liaisons. Il y a des plus petits avions à Quimper, il y a moins de liaisons. Il y a tous ces aspects-là, mais aussi quelques chefs d'entreprise ont pris le train. C'est 30% de l'augmentation sur le TGV entre Paris et Quimper. Alors, est-ce qu'on continue sur l'avion? Moi, je considère qu'aujourd'hui, l'aéroport est un élément d'attractivité d'un territoire. Et dès lors qu'on n'est pas en mesure d'avoir les 3 heures avec Paris, il faut absolument qu'on maintienne cet aéroportuaire. On ne demande pas la création d'un aéroport. Il existe l'aéroport. On demande juste, notamment à l'époque, à Air France, de pouvoir mettre un avion, qu'il soit à l'heure, techniquement qu'il soit fiable et qu'on soit en mesure de le remplir. Et la Cornouaille sait remplir un avion. Dans cette perspective, on va juste écouter le président Macron qui était venu en juin 2018 pour défendre cette ligne. Et je vous donnerai la parole, Madame Le Meur, juste après. Nous apporterons aussi, pour Lorient et Quimper, le soutien financier à la liaison aérienne vers Orly et donc au soutien d'équilibre attendu. Est-ce que ce n'est pas juste, Madame Le Meur, un affichage politique? Parce que depuis que la LGV est là, Paris est quand même beaucoup plus proche. Alors, ce n'est pas un affichage politique, c'est un besoin, une nécessité pour notre territoire que d'avoir cet aéroport au niveau économique, au niveau attractivité. Les gens se posent la question, est-ce qu'on peut avoir l'aéroport pour pouvoir attirer effectivement des chefs d'entreprise? C'est vrai que ça ne parle pas à tout le monde, on est d'accord, tout le monde ne prend pas l'avion tous les jours, quotidiennement. Mais il y a aussi des gens qui le prennent régulièrement. Toutes les semaines, il y a des chefs d'entreprise qui prennent l'avion. Donc pourquoi ôter l'un par rapport à l'autre? Maintenant, on a le train. Effectivement, c'est quand même une grande chance qui est largement financée par la région, il faut quand même le dire. Après, il y a vraiment ce pacte d'accessibilité qui a été conclu, donc, qui a été signé par Édouard Philippe, le Premier ministre, où ils ont pris quand même conscience, on n'est pas tout seul à s'être battu pour ça. On est quand même nombreux à avoir défendu ce territoire et cette nécessité de l'avion. Maintenant, je me permets, si les Quimpéroises et Quimpérois veulent
progressivement ne plus y aller, ce sera un choix qu'ils feront. Nous, on ne fait pas ce choix-là. On vous voit réagir, Isabelle, très rapidement. Bien sûr que je réagis parce que quand même, les premiers acteurs à s'être mobilisés pour l'accessibilité de notre département, c'est bien les conseillers départementaux, tous bords confondus, avec la présidente à sa tête. Mais vous vous dites écolo, l'avion, c'est encore un pari d'âme ? Alors c'est bien le problème, sauf que moi je dis, j'ai effectivement voté, non, il n'y a pas de contradiction. Moi je dis, tant qu'on n'a pas d'alternative avec le train, ce qui n'est pas le cas actuellement, on a cette obligation de service public. Il ne s'agissait pas de signer l'arrêt de la ligne l'année dernière. Donc, finalement, toutes les collectivités ont participé à l'obligation de service public. Mais au total, ce n'est pas sans poser de questions quand même. On est à 3 millions d'euros par an sur 4 ans. Vous imaginez en termes d'argent public ? Alors, on fait donc, quoi, justement, il va falloir d'abord évaluer. Déjà, si on n'a pas entre 85 000 et 100 000 passagers annuels, elle ne tiendra pas cette obligation de service public. Et moi, je me battrai pour continuer à travailler sur une meilleure accessibilité ferroviaire, et notamment, parce que vous ne l'avez pas passé sur l'extrait du président Macron, sur le fait d'augmenter la fréquence des trains bolides, c'est-à-dire à 3h20. 3h17. Voilà. Pas Mais qu'on n'a pas une fois par Il précise dans cette interview, effectivement, qu'il faut quand même être... Oui, mais ça fait quand même, ça va faire 2 ans, on n'en a pas plus. Et ça c'est un petit peu un problème. Madame Hénaff, sur ce propos. Monsieur Jolivet, je donne la parole à Madame Hénaff, qui a pour un équilibre de temps de parole. Voilà. Sur cette question de l'aviation, c'est avion ou train pour vous ? Non, c'est les deux. Il n'y a pas, on ne peut pas laisser imposer aux Quimpérois de prendre le train parce que l'avion, ça coûte 3 millions par an. Donc non, il faut laisser le choix aux Quimpérois et ça s'appelle du service public également. On ne peut pas se passer de cela. Si on veut faire de l'attractivité, faire venir des gens, développer, faire venir le commerce, les artisans, etc., et des touristes, il faut qu'il y ait cet avion. On va prolonger le débat. On n'a pas terminé sur la Cornouaille, si je peux me permettre, parce que là aussi, on a ville moyenne, Cornouaille. C'est un enjeu cornouailleux de mon point de vue. Et là aussi, tant qu'on n'aura pas fédéré les EPCI de la Cornouaille, ça sera quand même un débat un petit peu difficile. Il ne faut pas que ce soit porté par certains et il faut que vraiment il y ait un consensus. On va prolonger ce débat et je vous invite maintenant à accueillir un invité mystère. On vous redonnera la parole, vous allez voir, dans le cadre d'un invité mystère. Vous n'avez pas été informé de son intervention, ni de son identité. C'est une personnalité qui connaît très bien Quimper, qui y vit depuis 35 ans et qui s'est découvert enfant une passion pour la broderie, un savoir-faire traditionnel alors en voie d'extinction, une passion qui l'a conduit à fonder l'école de broderie d'art de Quimper. Bonsoir Pascal Jaouen, merci d'avoir accepté notre invitation. Que représente Quimper pour vous ? Ah, je vous écoutais tous, eh bien, je crois qu'elle nous attache, elle nous est attachée. C'est une région qui est belle, diverse, et puis nous avons une capitale qui est Quimper. Sur le plan architectural, elle est on a Concarneau, mais on a Quimper. Et sur le plan architectural, elle est très très belle. C'est une ville qui est très très bien entretenue. Je crois qu'on peut pas, je vous écoutais tout à l'heure, et on ne peut pas dire qu'elle soit à l'abandon. Pardon de vous interrompre, en quoi c'est l'écrin idéal de vos créations ? J'ai pensé longtemps, j'ai réfléchi et c'est déjà la pierre, les rues qui sont présentes, qui vous dégagent quelque chose. Puis je crois qu'on peut féliciter les services, notamment des services des jardins qu'il y a à Quimper. Chaque touriste qui vient, je peux vous dire qu'à travers le nombre de voyages que je fais, les gens qui sont venus à Quimper sont émerveillés de ce côté fleuri, architectural. Votre école que vous avez créée en 1984, votre école de broderie, a désormais essaimé un petit peu partout en France, même à l'international. Vous êtes un peu l'ambassadeur, enfin votre école est un peu l'ambassadrice de Quimper ? Ça serait prétentieux de le dire, mais si on doit dire que je suis un ambassadeur, j'espère que je suis un bon ambassadeur. Je suis si fier de cette culture, de cette ville, que par le festival de Cornouailles, par les différentes manifestations qui sont données, et puis tout dernièrement les fêtes de Noël où on est heureux de venir dans la ville. C'est justement le thème que vous avez choisi. Vous avez choisi de poser une question aux candidats qui sont autour de vous. Donc vous parlez de ces moments d'animation. Voilà, parce qu'on sait qu'une ville, et ça tous les élus le diront, une ville ne vit que quand les gens viennent dans la ville.
Et c'est vrai que depuis ces dernières années, Quimper a fait d'énormément de progrès, notamment les grands progrès qui ont été faits aux fêtes de Noël. Moi, j'habite dans le centre-ville, donc je vois cette venue le soir de gens qui viennent voir les illuminations. Et votre question ? Et moi, ma question, c'est l'été, il y a des festivals qui sont existants et j'aimerais bien qu'il y ait plus d'animations. Parce qu'une ville qui a besoin, on peut faire des animations sans que ça coûte cher, mais en demandant aussi, pas simplement... Moi, j'ai eu la chance de travailler cette année avec M. Jolivet. Et... Un peu plus d'animation, c'est ça, je résume, hein, parce que le temps file malheureusement. Un peu plus d'animation au fil de la ville. Madame Le Bal ? Tout à fait d'accord, et je partage l'amour de Quimper, de M. Jaouen, et notamment sur les 1000 ans de Locmaria, puisque nous partageons ce quartier qui fera l'objet d'un anniversaire en 2022, ou les 100 ans du Festival de Cornouailles. Je pense que les occasions seront nombreuses de mettre en valeur les talents d'aujourd'hui. C'est bien. Madame Assy, des projets? Oui, des projets. Les Halles, on n'en a pas parlé, mais pour moi, ça doit être une véritable maison de l'alimentation avec le savoir-faire local en termes d'artisanat, valoriser l'artisanat d'art au niveau de Locmaria. On veut faire une ligne verte, la ligne Glace qui relie les Halles, notamment à Locmaria, pour qu'on découvre toutes les richesses de la ville. Et en termes d'animation, on envisage de faire un festival du cinéma à l'année et un festival de la photographie pour pouvoir mettre en valeur tout Quimper, un festival qui sera ouvert et aux amateurs et aux professionnels. Madame Lemeur, vos propositions? Alors moi, je considère que c'est comme dans le sport, au niveau culture, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau du pratiquant et il y a le niveau événementiel. Il faut des deux, chapeautés bien sûr par les mêmes valeurs. Maintenant, je pense qu'il faut proposer tout au long de l'année des festivals, des animations, pas que l'été, et aller au-delà pour réellement le faire avec l'Office du tourisme, pour réellement proposer quelque chose de cohérent sur l'ensemble du territoire. Vous partagez cela avec Monsieur Jaouen. Madame Casimiro Dessart-Leandro, vous avez aussi des projets pour faire vivre la ville toute l'année? Évidemment qu'on a plein de projets pour faire vivre la ville toute l'année, mais on ne le fera pas sans concerter les habitants, d'une part, quartier par quartier, et ensuite... puisque nous, c'est la démocratie implicative que l'on prône, mais surtout les associations, c'est-à-dire leur donner des moyens qui ne soient pas conditionnés ni à un programme, ni à un regard qu'on aurait par rapport à eux. La seule chose que l'on prône, c'est l'éducation populaire par les associations et en fait que ce soit elles qui proposent et que ce soit les gens des quartiers eux-mêmes qui proposent comment est-ce qu'ils ont envie d'exposer leur ville aux touristes, entre autres. Et donc ça passerait pour vous par les associations. D'abord Martine Petit, vous partagez cette idée? Oui, bien sûr, il faut animer la ville, mais il faut aussi que tous les habitants de Quimper aient accès à leurs droits culturels, que chacun puisse avoir effectivement la possibilité d'accéder à la culture, à l'expression artistique, à la création qu'il le souhaite, qu'il le motive. Et la broderie, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à Quimper et qu'il faut évidemment valoriser. Mais nous, on aimerait donc créer un festival qui solliciterait à la fois donc, toutes les institutions culturelles de la ville et qui solliciterait aussi toutes les associations sur une thématique annuelle en fait, et également rénover le théâtre Mac Jacob qui n'a pas été rénové, qui est des grands projets et qui est un élément. Je donne la parole à Madame Hénaf. Monsieur Jolivet, vous avez explosé vos temps de parole. C'est le jeu. Nous avons mis dans notre programme effectivement pour développer le commerce de proximité. Nous sommes très attachés à la proximité, au localisme, de faire effectivement des animations gratuites, parce qu'il y en a assez d'être toujours, le festival de Cornouailles c'est très très bien, mais il faut mettre la main au porte-monnaie et faire des animations intergénérationnelles, fait concours de chant entre des personnes âgées, des enfants également, pourquoi pas des concours de déguisement, et cela tout au long de l'année, pour faire venir aussi les quartiers au centre-ville. Merci beaucoup. Communion populaire, et ça marche bien à Quimper. Ouais, bon, voilà, vous avez participé à la question. Merci beaucoup, Pascal Jaouen, d'être venu titiller nos candidats. Nous poursuivons. Avant de clore ce débat, je vous propose de vous donner une dernière fois la parole. Nous avons demandé à chacun de vous de venir avec un objet qui représente la ville ou votre engagement. Vous avez chacun 30 secondes pour en parler. Et selon le tirage au sort qu'on a effectué avant le début de cette émission, c'est à vous, Christelle Hénaf, de commencer. Quel est donc votre objet? Il faut le retrouver déjà. Et bien sûr, je ne le retrouve plus. Ah. C'est le stylo. Ah. Yes. Je ne le retrouve plus. Alors dites-nous, racontez-nous. Alors je l'ai dans mon sac à main. J'ai la copie parce que j'avais chargé mon époux de l'acheter. C'est une histoire de famille. Voilà.
En fait, c'est l'emblème de Quimper, ce qui signifie que nous avons un patrimoine, une racine, une histoire. Et le bélier, ça me représente un petit peu également, en disant, voilà, c'est juste pour dire que nous avons une histoire sur Quimper. Ça vous représente fort caractère? Oui, c'est ça. Voilà. Madame Lebal. Oui, j'ai choisi un symbole artistique puisque c'est une œuvre en céramique d'un artiste contemporain qui s'appelle François-Marie Griot, qui s'intitule Tristan et Isolde et qui signifie la tradition et la modernité. Et on a besoin d'artistes contemporains pour renouveler les dessins et modèles, à la fois en termes économiques, mais aussi pour animer la ville. Merci beaucoup de ce choix. Ludovic Jolivet. Moi, je la porte. C'est l'écharpe qui représente, c'est l'écharpe marinière, fait par Armor Luxe, si on a parole de citer, qui est le symbole de Quimper, le symbole de l'industrie textile qui marche bien, l'emblème de la Bretagne. Et que vous avez choisi comme... On a choisi parce que ça rassemble l'ensemble. Comme symbole de votre liste. La liste. Isabelle Assis, vous venez carrément avec un bus. Moi, je viens carrément avec un bus, un peu factice, mais quand même. J'ai voulu le choisir d'abord parce qu'il représente bien les couleurs. Le jaune et le bleu, c'est vraiment très symbolique de la ville de Quimper. J'ai le souvenir de la place de la Résistance quand elle était occupée rien que par les bus. Mais après, ça a été rien que par les voitures. Et je suis persuadée que dans les 6-10 ans à venir, ça va être vraiment l'explosion des modalités de transport totalement différentes en lien avec le grand souci de transition écologique. Voilà pourquoi j'ai choisi le bus de la Cube. Nous poursuivons avec Martine Petit. Alors moi, je suis venue avec le stéthoscope, qui est l'invention de René Théophile Laennec, qui est un grand inventeur et donc qui symbolise en fait la ville de Quimper et qui symbolise au fait aussi l'écoute en fait du corps humain. Et nous, on écoute la planète. La planète, on écoute battre son cœur parce que c'est aussi le nôtre. Anne Aiglemer, vous croyez en été? Non, je suis venue avec un chapeau rouge, donc le lieu qui nous accueille aujourd'hui, qui est en fait le centre des congrès ici. Qui est le centre de congrès et qui, en fait, j'espère, reviendra aux Quimpéroises et aux Quimpérois pour la vie associative, pour la culture, pour le cinéma. Et c'est aussi le quartier, donc c'est aussi un symbole d'attractivité pour en fait le quartier au niveau économique. C'est redynamiser les commerces du centre-ville qui sont à proximité et redonner de la vie à Quimper. Vous allez le mettre ou pas? Je ne vais pas le mettre. On est déçus. C'est la couleur rouge que vous choisissez aussi. On termine avec vous, Madame Casimiro Desaleandro. Alors, je ne suis pas née à Quimper et non, je ne suis pas venue avec de l'eau pour dire qu'il pleut sur certaines personnes, mais en fait les gens bien sont au bar. Donc, en fait, non, c'est parce que Quimper, ça veut dire confluence. Donc le Gette, le Ster, l'Audet. L'eau, c'est 70% de notre composition. C'est un bien commun, c'est quelque chose de très précieux. C'est une ressource qu'il faut absolument conserver. Et nous proposons le retour en régie publique sur le territoire de Quimper pour partager cette eau avec tout le monde, parce que c'est vraiment le bien commun de l'humanité. Merci beaucoup à tous d'avoir joué le jeu et d'avoir amené tous ces éléments qui vous font penser à Quimper. Merci aussi de votre humour à tous. Voilà pour ce débat consacré à la ville de Quimper, un débat animé qui vous aura permis, j'espère, de vous exprimer et surtout aux électeurs de se faire une idée un peu plus précise de ce que vous leur proposez. Nous vous indiquons qu'une autre liste est en cours de constitution, intitulée une liste d'intérêt local hors parti Vivre Quimper, Quimper BO. Je vous rappelle qu'en ce 26 février, le dépôt des listes n'est pas encore clos. Il ne le sera que demain soir. La préfecture aura alors 4 jours maximum pour les valider définitivement. Merci à tous d'avoir accepté de venir échanger vos points de vue. Avant de retrouver les candidats à la municipalité de Concarneau, je vous propose d'écouter la parole de citoyens que nous avons rencontrés au cours de 3 semaines itinérantes depuis le mois de décembre, un peu partout en Bretagne. Un combi-van aux couleurs de France 3 Bretagne a en effet sillonné la région à la rencontre des électeurs bretons et de leurs préoccupations. Il a fait halte dans 10 communes, parmi lesquelles le Guilvinec, non loin d'ici. Écoutez ces témoignages recueillis par Gwenaël Bron et Sarah Bencherifa. C'est très particulier le Pays Bigoudin. C'est une fois qu'on y est, on découvre les gens, on découvre la terre, on découvre la côte. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, hein. La plupart des gens qui viennent au Guilvinec, ils viennent en retraite, quoi. C'est moins vivant qu'avant, quoi. Il y a pas,
l'activité a baissé autour du port, je veux dire. On habite une région tranquille. Le seul souci, c'est de trouver du travail pour les jeunes. J'aime bien le Guilvinec comme il est actuellement. Peut-être qu'il reprenne un peu plus vie, que quelques commerces s'ouvrent encore et que d'autres ne ferment pas. Ce serait ça les points d'amélioration. Mais non plus qu'on ne s'oriente pas trop vers le tourisme, qui pourrait gâcher un peu l'authenticité de l'endroit. Nous avons rendez-vous avec une jeune entrepreneur qui a décidé de rester au pays. Bonjour Pauline. Bonjour, bienvenue au chantier Naval Neuf. Merci. Alors c'est une maison qui n'est pas toute jeune, hein? Alors non, donc la société a été créée en 1928 par mon arrière-grand-père. J'ai repris la société donc en novembre 2018. Donc c'est vous qui tenez la barre, c'est ça? Tout à fait. Je vous présente le chantier? Avec plaisir. Actuellement, nous travaillons donc, sur la refonte d'un chalutier langoustinier de 14,90 m. Donc c'est un vieux bateau, c'est ça? Alors c'est un bateau qui a été construit au chantier en 1983. Du coup, il est rentré en chantier pour une grosse refonte. On refait quasiment tout. Au plus fort de l'activité, jusqu'à 5 bateaux neufs par an sortaient du chantier. Aujourd'hui, la construction neuve est bien plus rare. L'entreprise répond aux besoins de jeunes patrons pêcheurs qui ont tout intérêt à retaper d'anciens chalutiers. C'est vrai qu'après, ils se lancent souvent sur de la refonte parce que construire un bateau neuf, c'est pas le même prix. Ça permet aux patrons donc, d'acquérir un permis d'exploitation et aussi des quotas de pêche. Donc, je vous présente mon père qui m'a transmis la société. Bonjour, Jacques, c'est ça? C'est ça, oui. Enchanté. Enchanté. Bon, c'est une étape importante, je suppose, que de transmettre la société à sa fille? Bien sûr, j'ai travaillé au chantier pendant 41 ans, donc ça fait maintenant c'est une transition, là, je viens quelques fois. La société a survécu à plusieurs tempêtes, comme celle du plan Mélic dans les années 90, qui a imposé la casse de nombreux bateaux. Ça a été très difficile, il a fallu s'adapter. Heureusement qu'on a eu le marché de la réparation. Et puis on intervient aussi sur les bateaux en acier pour refaire la menuiserie. Pour ses débuts, la jeune chef d'entreprise est entourée de charpentiers expérimentés. La restauration est intéressante, mais il faut avoir fait des bateaux neufs pour savoir comment faire les réparations. Si on n'a jamais fait de bateau neuf, on ne saura pas comment s'y prendre. Le chantier neuf a une nouvelle capitaine. C'est une bonne nouvelle. On est tranquille pendant des années. Et c'est une jeune, il y a de l'avenir. Je connais la plupart des patrons pêcheurs, que je les connais depuis que j'ai 18 ans. Donc ça s'est fait tout naturellement. J'ai eu aucun problème d'intégration à ce niveau-là. Au chantier non plus? Non plus. Non, on peut être femme et travailler dans un domaine masculin sans problème au final. On se retrouve devant notre combi France 3 Bretagne sur la place du Guilvinec et je suis en compagnie de deux étudiants du lycée maritime du Guilvinec, Nolwenn et Ronan. Alors Nolwenn, vous êtes diplômée depuis le mois de juin, un BTS pêche et environnement marin. Alors pourquoi ce choix de métier déjà? En fait, j'avais choisi ce BTS parce que je voulais être océanographe à la base. Et je me suis tournée après vers la pêche parce que c'est ce qui m'a intéressée le plus. Quelques mois après, là, vous n'avez toujours pas trouvé d'embarquement, vous en êtes où? Le problème, c'était que les aménagements dans les bateaux, ils ne sont pas forcément adaptés aux femmes. C'est-à-dire? Donc, en fait, sur les gros bateaux qui partent à la quinzaine, déjà, il faut des toilettes juste pour la femme, des couchages juste pour elle aussi. Et ça n'existe pas? Ça existe, mais c'est très rare. Et vous êtes encore peu nombreuses? C'est ça, on est encore peu nombreuses dans le métier, donc c'est plus compliqué. Ouais. Ronan, vous êtes toujours lycéen, mais vous, c'est plutôt la grande pêche qui vous attire. C'est ce qui m'intéresse. Moi, j'ai choisi de faire la pêche parce que j'ai de la famille qui est dans le milieu. J'ai mon père qui est un ancien patron. Pour moi, c'était une évidence de faire ça et d'aller en mer. Mais la pêche côtière en embarquant au Guilvinec, ça ne l'est pas par contre? Ça m'intéresse pas pour l'instant parce que rentrer tous les jours, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et je suis plutôt attiré d'aller sur des grands bateaux. Vous êtes comment par rapport à l'avenir du secteur, le vôtre? Pour moi, il n'y aura pas de soucis à l'avenir. Peut-être qu'il y aura des hauts, des bas, mais il y aura toujours du poisson. Enfin, c'est surtout les jeunes maintenant qu'on leur dit qu'il faut avoir des quotas parce qu'il faut avoir une bonne ressource. Donc ça, maintenant, ils arrivent un peu plus à le comprendre. Donc c'est vrai que la gestion va se faire peu à peu. Je pense avec les nouvelles générations, ça va être plus facile, je pense.